C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 127 du 26 janvier 2026. Au sommaire aujourd'hui, un dossier sur la montée des périls aux États-Unis avec Chantal Nadeau et Christophe Gérard. Les politiques visant les personnes trans sont-elles les signes avant-coureurs d'atrocités de masse, d'un génocide? Convergence des luttes et intersectionnalité, deux mots honnis par certains, mais essentiels pour l'essor de la diversité sexuelle et de genre, avec l'universitaire et militant français très connu, Louis-Georges Tin. Et le phénomène viral, est-ce que les hétérosexuels vont bien avec le tréma, Maël Coutan, pour déconstruire les normes sociales par l'humour? C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. This is Barack Obama. Let's make America queer always with Chantal Nadeau. Oui, alors aujourd'hui, c'est un épisode tout à fait spécial. On commence avec Chantal, mais vous allez voir, Chantal va être rejointe tout à l'heure par Christophe Gérard à Paris. Alors, bienvenue tout le monde à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Tout d'abord, l'épisode d'aujourd'hui traite de sujets sensibles tels le harcèlement, la transphobie et les agressions physiques, et je préfère vous en avertir. Le 5 janvier, une publication consternante. Les États-Unis sont aux prémices d'un génocide contre les États-Unis trans, et c'est pas la première fois, c'est la troisième publication du genre, puis on va en discuter, de spécialistes du génocide, dont le Lemkin Institute on Genocide, qui affirme que les politiques visant les personnes trans correspondent aux premiers signes avant-coureurs d'atrocités de masse. Ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, rien de moins. On ne veut pas vous alarmer, mais on ne peut pas passer sous silence cette menace très grave. Pour nous aider donc à comprendre la situation, on vient d'avoir sa présentation. Chantal Nadeau, qui est professeure en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Salut Chantal. Je t'ai pas trop fait peur. Salut Denis Martin. Je t'ai pas trop fait peur. Non. Écoute, on est dans un moment où tous les matins qu'on se lève, il y a toujours une nouvelle. Une nouvelle abominable. Situation. Mais tu ne sens pas toute seule. Écoute bien ça. Ici Marine Le Pen. Voici Transatlant Queer, les nouvelles d'Outre-mer avec Christophe Gérard. Bon, les renforts sont arrivés. Christophe Gérard, expert en formation en entreprise, rédacteur web culturel, journaliste, qui nous rejoint depuis Méru en France. Donc, t'as entendu un peu les nouvelles, Christophe. C'est inquiétant, hein? Tout à fait. On a, en fait, tout ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver en Europe et le vent est en train de tourner aussi et il y a beaucoup de mesures qui sont prises, notamment contre les personnes trans. Et tu disais que tu voulais pas alarmer. Moi, je pense au contraire qu'il est nécessaire d'alarmer avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ben justement, on va d'abord et avant tout, on va parler des faits, des études. Et puis, on est chanceux, on a un universitaire avec nous qui est capable de comprendre les études et les rapports et tout ça. L'heure est grave et ce n'est pas de la simple paranoïa, ce sont des observations sérieuses d'experts et d'expertes reconnus. Chantal, qu'est-ce qu'on peut dire de ces rapports? Commençons par le Lemkin Institute for Genocide Prevention. Oui, Denis Martin. Bon, il y a eu beaucoup de définitions au niveau du droit international par rapport à qu'est-ce qu'on veut dire par génocide. Il y a une certaine définition qui a été proposée par les différentes instances, dont le Lemkin Institute. Et à l'époque, ça a été défini beaucoup, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, par rapport au génocide, par rapport à ce qui s'est passé naturellement en Allemagne avec les camps de concentration qui ont exterminé les Juifs. Ce qui était assez intéressant de voir en ce moment, et c'est là-dessus que je me suis un petit peu intéressée. J'ai un peu fouillé depuis qu'on s'est parlé, Denis Martin et puis aussi Christophe, parce que c'est comme on a une espèce de conversation en trois pour aujourd'hui. Pour se préparer, oui.
Oui, je suis allée voir un petit peu, et moi, une des choses qui était importante, je pense, pour recentrer le débat, ce qui se passe aux États-Unis, et surtout, on va parler un peu plus tard par rapport à la question trans, euh, ce qu'il faut vraiment, je pense, qui est important, si on veut pousser éventuellement une analyse, mais aussi une action, c'est qu'il y a le monopole de l'oppression, le monopole du génocide, il n'y a pas une hiérarchie là-dedans. Mhm. Alors, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les mécanismes, les éléments qui font que soudainement, on s'intéresse à une minorité et on veut l'éliminer. Et ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est ça. Hein? Et je veux revenir là-dessus, mais éventuellement, puis on peut continuer avec Christophe. Mais pour moi, c'est vraiment important qu'on bouge d'une hiérarchie. Il n'y a personne qui a le monopole du génocide. Non. Et le OK? génocide, Et ça, pour moi, c'est important. ce qui est important de dire, c'est que le Lemkin Institute on Genocide Prevention, juste pour vous dire, ça tient son nom de Raphaël Lemkin, hein, qui a inventé ou qui a créé le terme génocide dans les années 1940. Ils ont sorti un rapport donc, qui s'appelle Genocide Nature of Anti-Trans Law aux États-Unis, 23-24, c'est quand même récent. Et on a décidé que c'était un groupe qui était visé. Puis il y a eu deux autres rapports en passant avant, juste pour qu'on le sache. Il y a eu le Genocide Watch qui parle des 10 stages de génocide et que actuellement on franchit les étapes de déshumanisation et de polarisation. C'est quand même énorme là, qui amène au génocide. Et Human Rights Campaign qui a fait un rapport sur l'état d'urgence aux États-Unis sur les personnes LGBTQ+. Donc, on est vraiment là dans les signes avant-coureurs. Est-ce qu'on peut donner des exemples de ce qu'on voit aux États-Unis présentement qui nous font croire qu'il y a une marche tranquillement, pas vite, peut-être plus rapide vers un génocide ou du moins des actions affreuses envers les personnes trans? Ben, ce qui a été vraiment orchestré d'une façon magistrale par l'administration Trump, c'est que, et poussé justement par des intervenants d'extrême droite américaine, dont Michael Knowles, qui a dit qu'il faut éradiquer le transgenre, hein, Mm-hmm. le terme transgenre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est que c'est une attaque sournoise contre le genre. Et le genre, et on utilise le genre, hein, la catégorie genre, comme une façon de contrôler au niveau social. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec les personnes transgenres, ça devient l'espèce de cristallisation de cette bataille-là contre le genre. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dire, il y a des femmes, il y a des hommes, entre les deux, ça ne marche pas. Et cette attaque-là est vraiment d'une façon très sournoise, mais aussi très systématique. Et on assiste à ça au niveau éducationnel, au niveau social, au niveau santé. Hein? Vraiment, on épluche carrément le droit des transgenres aux États-Unis d'une façon monumentale. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites aux États-Unis en ce moment au niveau de ce qu'on appelle le durcissement des catégories. Et ça, c'est le cheval de bataille des républicains en ce moment et de l'administration Trump pour justement justifier et permettre une érosion de tous les droits par rapport aux transgenres, soit au niveau du sport, d'éducation. Les salles de toilette. Oui, les salles de toilette. Mais en même temps, c'est ça qui est magnifique avec les républicains, c'est qu'on parle de toilettes, mais on parle pas du reste. Hein. Alors là, tout le monde s'énerve sur les toilettes. Mais tu sais, je me dis, les toilettes, oui, hein, mais en même temps, il y a tout le reste. Et c'est ça qui est magnifique avec eux. Et je le dis d'une façon ironique, comme tu connais, Denis Martin. C'est magnifique, c'est que tout le monde s'énerve sur les toilettes. Mais derrière les toilettes, il y a quoi? Hein? Et c'est ça qui est dangereux en ce moment. Alors, donc, il y a toute l'espèce les transgenres sont devenus l'espèce de cristallisation du complot marxiste, machin. C'est des socialistes, c'est des marxistes. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce qui est fascinant dans cette rhétorique-là, c'est qu'on attaque une minorité. Oui. 1%, même pas 1% de la population. 1,4% de la population qui s'identifie. En passant, en 1933, c'est à peu près 1% aussi les Juifs en Allemagne. Alors, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on utilise une minorité, le discours contre une minorité pour justement
canaliser une réponse de la majorité d'une façon super violente et dramatique. J'aimerais juste donner quelques exemples là, pour qu'on voit ça clairement. Juste pour vous dire, les nazis avaient donc parlé d'un complot de marxisme culturel contre les gauchistes, les féministes, les marxistes. Tu sais, on parlait des Juifs comme étant les gens qui contrôlaient tout, contrôlaient les banques, qui étaient donc des mauvaises personnes. On les avait identifiés, on a enlevé de leurs droits. Et je regarde comment on identifie les personnes queer, les personnes trans présentement, qui sont identifiées comme ennemies ou des personnes indésirables aux États-Unis. Et les incidents de violence anti-transgenre ont augmenté au fil des ans. J'essaie de me rappeler des chiffres, mais c'est quand même assez fulgurant. Des crimes donc commis contre les personnes criminelles, contre les personnes trans. Et la prochaine étape, c'est quoi? Parce que là, on est rendu les identifiés, on les a polarisés, on a retiré leurs droits. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Une chose et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, une chose qui est essentielle au régime autoritaire, c'est que il faut diviser et pas nécessairement en termes de statistiques. Alors, si on regarde les gens qui s'identifient comme trans aux États-Unis, hein, on parle de moins de 2%, mais ça n'a rien à voir. Donc, ça fait partie, ce qui est je dirais, le modus operandi des régimes autoritaires, c'est d'utiliser une minorité pour justement contrôler le discours général. Et c'est ce à quoi on assiste en ce moment aux États-Unis. Et la prochaine étape, c'est que on réduit de plus en plus, on a aboli les soins pour les transgenres au niveau au niveau hormonal. Hein. On ne peut pas avoir accès la thérapie hormonale. On ne peut pas avoir accès à la chirurgie. On peut pas avoir accès. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit au minimum leur possibilité d'être visibles. Mm-hmm. Et ce à quoi on va assister en ce moment, ça va être de plus en plus une érosion des groupes minoritaires pour pouvoir justement promouvoir un discours de dire qu'on est en état de siège parce que les minorités occupent la majorité alors que c'est pas vrai. C'est ça. Donc, ce qu'on va voir de plus en plus, ça va être une érosion massive, même à mon université, hein, il faut changer le langage dans nos cours. Ouais. Par rapport à le mot trans. Moi, j'ai dû changer je suis là-dedans en ce moment, là. J'ai dû changer mon syllabus de cours pour justement m'adapter à ça, alors que j'enseigne dans un département de Gender Studies, tu comprends? C'est ça. Wow. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bon, Christophe Gérard, tu as écouté tout ça et on sait que l'Europe a connu le génocide de l'Holocauste. 6 millions de personnes juives, roms et queer, parce que oui, les homosexuels y passaient aussi, ont été tués par les nazis dans des camps de concentration. On pourrait croire que on ferait tout pour ne pas que l'histoire se répète. Chez vous, qu'en est-il? Mais écoute, moi je te dirais, enfin c'est quelque chose que j'ai entendu depuis l'enfance, que l'histoire c'est un éternel recommencement. Et c'est vrai que quand on a parlé hein, au moment de la préparation de l'émission, j'ai été voir en fait pour faire un parallèle entre ce qui se passait dans les années 30 en Europe et ce qui se passe actuellement. Et on trouve beaucoup de similitudes. Si on se base sur les années 30, on était face à la crise économique de 29, les démocraties parlementaires s'affaiblissaient et on voit apparaître une hyperpolarisation de la gauche contre la droite radicale et la montée des régimes autoritaires et populistes. Et finalement, c'est exactement ce qui est en train de se reproduire à l'heure actuelle. Il y a un recul démocratique dans plusieurs régions du monde. C'est le cas aussi en Europe. On parle souvent, et j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans mes chroniques, de la Hongrie, notamment avec Viktor Orban, mais c'est pas le seul pays concerné. Il y a une méfiance envers les institutions qui sont considérées comme élitistes. Il y a une montée en puissance des mouvements nationalistes, un débat politique qui est marqué par une agressivité. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aussi chez vous, mais en tout cas, nous, quand on voit ce qui se passe au sein de l'Assemblée, c'est juste impressionnant de se dire que
il peut y avoir de telles injures qui peuvent être proférées au sein même de l'Assemblée nationale. C'est très violent. Et tout ça, ça fait penser vraiment à ce qui se passait entre les deux guerres au niveau des tensions sociales. Donc, quand on parlait de mouvements et de partis d'extrême droite, il y en a plusieurs. On peut en citer quelques-uns. Il y a l'ERN en France, donc le Rassemblement national, l'AfD en Allemagne, l'AfDI en Italie ou encore Vox en Espagne. Et si on prend ces 4 partis, ils sont assez emblématiques. On peut les scinder en 2 groupes. Un groupe qui a vraiment qui est vraiment lié à l'histoire. C'est le cas du Rassemblement national, puisque le parti, ses origines, il les trouve dans le Front national, un parti qui a été créé par Jean-Marie Le Pen en 1972, et dont le but était d'unifier les différentes familles de l'extrême droite française, à savoir les anciens collabos, des partisans de l'Algérie française et des nationalistes. On retrouve un peu le même schéma sur FDI, donc Fratelli d'Italie, qui trouve ses racines en fait dans un parti qui s'appelait le Mouvement social italien, qui a été fondé en 1946 par des nostalgiques de Mussolini, qui a été réformé, s'est transformé à plusieurs reprises, qui est devenu pendant un moment l'Alliance nationale avant que Giorgia Meloni, donc la présidente de Fratelli d'Italia, fonde ce parti-là en 2012. Il faut savoir qu'elle a elle-même milité au sein du parti Alliance nationale. Alors, ils ont une façon de se présenter qui est beaucoup plus policée. Le Rassemblement national change de nom, qui devient Rassemblement au lieu de Front en 2018. Au moment où Jean-Marie Le Pen quitte la présidence au profit de Marine Le Pen, et on parle de dédiabolisation du parti, c'est exactement la même chose pour Giorgia Meloni. Juste pour dire que ce sont des partis qui sont extrêmement marqués, j'ai retrouvé des propos de Giorgia Meloni. Alors, elle était toute jeune, c'était il y a 30 ans, elle avait 19 ans. Elle était interviewée par un journaliste français qui lui demandait ce qu'elle pensait de Mussolini. Et elle dit, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Et elle va encore plus loin en lui trouvant des qualités qu'elle ne trouve pas chez les hommes politiques depuis la mort de Mussolini. Rien de moins. Ouais. Jordan Bardella, qui a une image de gendre idéal, il a parmi son entourage propre un directeur de cabinet qui s'appelle François Paradol. Et ce monsieur, il a été membre d'une organisation d'Alain Soral, qui est un essayiste à la fois antisémite, raciste, homophobe, transphobe, masculiniste, enfin tout ce qui est très sympathique. Donc voilà. Ça se traduit un peu comment tout ça? Parce que je vais quand même parler il y avait une journaliste, Birgit Holzer, qui est une journaliste allemande basée à Paris, correspondante pour plusieurs titres, qui a donné une entrevue, puis je pense qu'on n'aura pas le temps de passer l'extrême. Elle faisait des parallèles assez inquiétants entre ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui se passe maintenant vis-à-vis des personnes LGBTQIA+. Et c'est pas une étude universitaire, mais quand même. Et Christophe, je pense qu'il y avait 3 choses qu'elle avait signalées. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ouais, en fait, tous les partis, même s'ils ont une façon de fonctionner et des choses un peu différentes, ils ont quand même quelque chose en particulier, en commun. Alors attends, parce que la déshumanisation qui était la première chose là, qu'on a vu aux États-Unis. Ouais. Et la déshumanisation, je vais t'aider parce qu'il manque un petit peu de temps. La menace existentielle, prétendre que l'existence des personnes trans menace la survie de la nation. Présenter donc la déshumanisation que j'avais dit en premier, c'était de présenter les personnes comme une idéologie. Oui. C'est ça, en fait, si tu veux. Alors ça, c'est un trait commun, c'est-à-dire que l'homosexualité, c'est plus quelque chose qui pose problème en tant que comportement individuel. Mais par contre, ils vont enlever ce côté humain pour utiliser des termes comme l'idéologie de genre, la théorie de genre, le lobby LGBT, plutôt que de parler des personnes.
Et puis la menace Ça, c'est la deuxième existentielle, mesure. parce qu'on dit qu'on est là pour groomer, pour rendre les gens trans. Et puis l'isolement législatif, on l'a vu aux États-Unis, ça se passe aussi, hein, l'accès à la santé, l'éducation, visibilité. Il n'y a pas des contre-pouvoirs aux États-Unis, pas aux États-Unis, pardon, en Europe qui pourraient nous rassurer? Si, j'en parle régulièrement dans mes chroniques. En fait, si tu veux, ce que nous, on a la chance d'avoir, c'est une Union européenne assez forte sur ces thématiques LGBTQIA+. On a plusieurs instances, à commencer par la Cour européenne de justice qui prend des décisions assez régulièrement. Ce qui est important à signaler, c'est que toutes les décisions européennes qui sont prises, elles font jurisprudence. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de genre, une personne, ça a été le cas, il y a eu un cas récemment, enfin l'année dernière, en Roumanie où la transidentité n'est pas reconnue en tant que telle, mais un Roumain qui avait fait son parcours de transition au Royaume-Uni est revenu et il a porté plainte auprès de la Cour européenne de justice pour faire reconnaître son changement d'état civil au sein de la Roumanie et ça a été reconnu comme tel. C'est la même chose en ce qui concerne les droits familiaux. Donc les enfants qui sont nés par PMA notamment, qui sont reconnus dans un pays, l'affiliation va être reconnue également, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Aux États-Unis, Et- oui, vas-y Chantal, aux États-Unis, les juges hein, qui prennent des décisions contre le gouvernement Trump. Et c'est ça que j'allais dire. Alors qu'on a une administration au Congrès qui se fout absolument de tout, du droit, de la loi, les juges fédéraux aux États-Unis, ils ont été très actifs. On a plus de 250 poursuites contre l'administration Trump regardant les questions de genre aux États-Unis en ce moment, ce qui est énorme. Alors, les cours fédérales sont un peu chroniquement sur l'espèce de futur ou le seul espoir en ce moment en ce qui se passe en termes de LGBTQ droits, les droits des LGBTQ, c'est vraiment les cours fédérales qui font un travail monumental, je dirais. Mais qui Donc, reçoivent des menaces, et c'est épouvantable. J'entendais ça aux exactement. nouvelles, oui. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître, mais ça ralentit le rouleau compresseur. Vous allez me C'est ça permettre une petite parenthèse, parce que je vais quand même dire que le Canada n'est pas à l'abri de ça. Je vais rappeler quand même qu'il y a la clause de dérogation de la Constitution canadienne, l'article 33, qui permet donc d'imposer des politiques sur plein de choses et d'enlever des droits finalement et de se retirer de la Constitution. Et on l'a vu en Saskatchewan sur les pronoms et les noms dans les écoles, hein, qui, malgré les contestations judiciaires, ils ont évoqué la clause de dérogation. Donc pour les 5 prochaines années, c'est comme ça, on ne peut pas remettre ça en question. Même chose en Alberta sur les déclarations. Je peux vous ramener à la première ministre Danielle Smith sur les soins d'affirmation de genre. Alors, le Canada n'est pas à l'abri de ça. Il y a des rapports qui démontrent aussi que la hausse depuis 2019 des crimes violents envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Il y a un rapport d'Égal Canada qui dit que l'augmentation des menaces et de la désinformation en ligne visant les communautés trans. Bon, y a-t-il moyen d'arrêter ça? Puis là, j'aimerais voir de chacun rapidement de votre côté. Vas-y, Chantal, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'il y a de la mobilisation, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ça? Bien, la mobilisation, c'est celle de terrain, hein. Il n'y a rien à faire et on est dans un état de droit. On est dans une situation où, justement, il faut... moi, personnellement, je le dis en ondes, je donne plein de fric à toutes ces organisations qui s'organisent autour de la défense des LGBTQ et je trouve ça super important. Alors, c'est vraiment un travail de terrain. Le terrain est au niveau juridique. On va voir au niveau législatif. Oui, Voilà. parce qu'il y a les midterms qui s'en viennent, les élections de mi-mandat, et peut-être que, Trump n'aura peut-être plus autant de pouvoir. Si les élections ont lieu, ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Christophe, est-ce qu'il y a un peu d'espoir? Est-ce qu'on peut bloquer ça? Est-ce qu'on peut faire un arrêt à ces trucs-là, là, cette marche vers un éventuel peut-être génocide? Oui, alors au niveau de l'Union européenne, il y a un rapport qui est publié pour les années 2026 à 2030, donc avec un certain nombre de choses qui sont faites. Ce qu'il faut signaler également, c'est que il y a de plus en plus d'associations, c'est le cas notamment de Stop Homophobie ou Mousse en France, qui vont devant les tribunaux, que ce soit en France. Là, ils ont attaqué récemment Meta
Oui. pour tout ce qui est propos LGBT-phobes sur les réseaux, mais ils interviennent également sur le respect des droits personnels en Europe, etc. Donc il y a une vraie mobilisation là-dessus. Et sur le terrain aussi, au niveau local, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment le fait de mettre en place des endroits un peu safe pour les personnes de la communauté. Tu parlais de la hausse des violences faites. Ici en France, sur ILGA Europe, il y a plus de la moitié des personnes LGBTQIA+ en Europe qui estiment que la violence et la haine ont augmenté au cours des 3 dernières années malgré les protections juridiques existantes. Bon, Donc ça, là, c'est important à faire. Mais il faut rester positif parce que... ouais, on s'était promis, il me reste Ouais. juste quelques minutes, en fait, même pas 1 minute 30, on s'était promis de ne pas terminer sur une note négative. Vous avez tous les deux fait l'effort de me trouver une petite nouvelle positive. On vous donne à peu près 30 secondes, 35 secondes chacun. Chantal. Bon, écoute, moi, je vais revenir avec mon université. En ce moment, on a un groupe dans mon département, c'est tout petit, hein, mais ils ont développé des stratégies de escorter les étudiants qui se sentent vulnérables sur le campus Hmm. entre leur salle de cours et la bibliothèque ou quoi que ce soit. Alors, c'est tout petit, on parle d'une cinquantaine de personnes, mais je trouve ça remarquable. Et ils sont mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, les gens qui sont inscrits à ça, il y a comme un phénomène euh, on, on fait une espèce je m'excuse, je cherche mes mots là en français, Denis Martin Une Screening. escorte, on s'aide, hein, on s'entraide. Oui, et c'est ça. Et les gens appellent ce numéro de téléphone-là, Ouais, ils textent, une et ligne, on ouais. vient les chercher, on les escorte. Alors, je trouve ça extraordinaire. C'est tout petit, mais Ouais. je trouve que c'est super important. Un petit numéro, donc un 800 ou quelque chose du genre. Tiens, Christophe, en Europe, quelque chose. Ouais, en France particulièrement, c'est assez récent, c'est le 6 janvier dernier, un groupe de parlementaires et de députés plutôt de gauche a déposé un projet de loi pour une loi pour l'autodétermination. Alors c'est la troisième, il y en a deux au Sénat, il y en a une à l'Assemblée nationale. Donc l'autodétermination et la simplification de l'autodétermination. En fait, on devrait plus, enfin, une personne trans ne devra plus passer par un tribunal, mais aller directement à la mairie, à l'état civil, pour faire son changement de genre et de prénom, tout simplement. Bon, Donc, et puis, plutôt une bonne nouvelle. oui, puis il y a l'heure où l'arc-en-ciel se lève, où on essaye d'être un phare pour toutes ces personnes, parce qu'on est ça m'a écouté au Canada, on est écouté pas mal partout dans la francophonie, alors on est très content d'être là pour les personnes qui ont besoin de nous. Merci beaucoup donc Chantal Nadeau, qu'on a rejoint aux États-Unis, et Christophe Gérard en France. Merci beaucoup pour ce regard un peu inquiétant de ce qui se passe pour nos communautés, mais bon, il fallait en parler. Merci beaucoup. Et puis, après la pause, on reçoit Louis-Georges Jetin, universitaire militant des causes queer, qui va nous parler donc d'intersectionnalité et de droits donc des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et on va aussi parler à Maëlle Coutan, le tréma. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Louis-Georges Jetin est un monument, si je peux me permettre, dans la lutte contre l'homophobie et le racisme. Né en 1974 à la Martinique, il est un universitaire français et a été à l'initiative en 2005 de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, une journée qui est reconnue maintenant par l'ONU. Louis-Georges Jetin prend régulièrement la parole pour dénoncer les injustices, toutes les injustices, notamment envers les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres et envers les personnes racisées. Nous faisons cette entrevue dans un petit café, en fait un restaurant qui s'appelle Le Paradis du Fruit. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, ça peut arriver. Bienvenue à l'émission, Louis-Georges. Merci de votre invitation. Alors, Louis-Georges, on utilise quel pronom et quel accord avec toi? Eh bien, on peut dire « il ». Il, c'est bon. D'accord. Je vais commencer par une question un petit peu chauvine qui va te faire sourire.
Je la pose avec donc beaucoup d'humour. Au Québec, la Fondation Émergence se réclame de la création de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, qu'elle attribue à son président et fondateur, Laurent McEachin, qui est décédé maintenant. Par transparence, je l'ai aussi écrit dans la biographie que j'ai rédigée sur Laurent McEachin. Alors, si on fait une recherche en ligne, on y trouve ton nom. Alors, qui dit vrai? Qui a créé cette journée? Alors, les choses sont assez simples. La Fondation Émergence avait créé en 2004 une journée contre l'homophobie qui était célébrée en juin ou en juillet, qui était essentiellement au Québec, peut-être un peu au-delà au Canada. Mais en 2005, j'ai créé une journée qui est le 17 mai, pour des raisons que je pourrais expliquer. Et c'est cette journée qui a été reprise dans le monde entier, célébrée dans 40 pays la première année, aujourd'hui plus de 144, et qui est reconnue par l'ONU. Donc effectivement, voilà un peu la chronologie des faits. Oui, le 17 mai, il faudrait le préciser, c'est la journée que... Alors, j'ai choisi cette date pour 3 raisons. Premièrement, parce que c'est le 17 mai que l'Organisation mondiale de la santé a supprimé l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc, c'est une date internationale. Je voulais une date internationale pour une journée internationale. Ensuite, c'est une journée positive. Je voulais que l'on puisse célébrer des victoires, car il y en a. Et troisièmement, cette date m'intéressait parce que je disais, si on a pu le faire pour les personnes homosexuelles, on doit pouvoir le faire pour les personnes transgenres. Voilà. Donc, il faut également intégrer les personnes trans, a fortiori de nos jours, dans le combat qui est le nôtre. Voilà les 3 raisons qui m'ont poussé à choisir cette date et qui a été reprise, qui a été d'abord reconnue par l'Union européenne et ensuite par l'ONU. La lutte contre l'homophobie et la transphobie, ce n'est pas uniquement cette lutte pour les droits des personnes LGBT. Il y a beaucoup d'autres luttes qui se greffent à cette lutte-là, dont celle du VIH. Louis-Georges, c'est quelque chose qui tient à cœur. Oui, le sida est un très bon exemple de cette intersectionnalité nécessaire. Quand l'épidémie commence au début des années 80, on le dit, c'est la maladie des Noirs et des homosexuels. Par conséquent, on s'en fiche un peu. Et évidemment, le virus qui n'est ni raciste ni homophobe s'est répandu en population générale. Et en Occident, il a touché beaucoup de personnes qui n'étaient ni noirs ni homosexuels. Mais on a tardé à le faire. Et voilà pourquoi le racisme et l'homophobie ont tué des personnes qui n'étaient ni homosexuelles ni noires. En Afrique, c'est la même chose, mais à front renversé. Pendant longtemps, beaucoup de leaders, de responsables politiquement irresponsables, disaient « on s'en fiche du sida, c'est la maladie des homosexuels, donc des blancs ». Puisqu'évidemment, on suppose dans ces pays souvent qu'il n'y a pas d'homosexuels en Afrique, ou alors c'est une maladie importée, l'homosexualité. Voilà le discours qu'on entend très souvent. Donc, une épidémie qui tue les homosexuels et les blancs, après tout, tant mieux, ou pourquoi pas. Et donc, vous voyez comment des préjugés sexuels et raciaux ont également contribué à la diffusion du virus. D'après des enquêtes qui ont été faites, c'est au moins la moitié des 40 millions de personnes mortes du sida depuis 40 ans qui ont été victimes d'un virus augmenté, si j'ose dire. C'est-à-dire, quand on stoppe un virus très tôt, on peut le juguler. Lorsqu'on refuse de s'y intéresser parce qu'il touche des personnes qui sont marginalisées, eh bien, il se répand en population générale. Et voilà ce qui explique pourquoi il a tué tant de gens qui n'étaient pas forcément des personnes homosexuelles, finalement. Eh bien, je crois qu'on doit comprendre à partir de cet exemple 2 choses. 1, que la question du préjugé n'est pas une question un peu « oh, chacun a des préjugés, oui, d'accord, mais c'est pas très grave ». Non, c'est une question mortelle qui a tué des millions et des millions de personnes. Et deuxièmement, cet exemple fait voir la conjonction des préjugés sexuels et raciaux, puisque ce sont ces préjugés qui ont empêché de traiter l'épidémie comme il fallait à temps. Et on ne l'a pas fait à cause de ces préjugés, et on a laissé le virus se répandre en population générale. Voilà les 2 leçons qu'on doit tirer de cela. Les préjugés sont mortels, la convergence est nécessaire. Louis-Georges, je t'ai présenté comme un militant qui prend la parole pour dénoncer les injustices. C'est vrai. Et on parle de toutes les injustices, pas celles seulement de nos communautés, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Alors, pourquoi ne pas limiter la lutte aux questions queer et ajouter toutes les autres? Il se trouve que je suis noir et homosexuel.
Et j'ai une certaine expérience, peut-être même une expertise dans ces deux domaines, ce qui ne m'empêche pas d'être solidaire avec, bien sûr, quantité d'autres combats qui sont également à mener. On dit au niveau de l'ONU que les droits humains sont indivisibles, c'est ce à quoi je crois, et je me suis spécialisé dans ces deux domaines. Vous voyez, par exemple, dans le domaine de la médecine, vous avez des médecins généralistes, et puis on a aussi besoin de médecins spécialistes. Quand vous avez un problème de cœur, vous allez voir le cardiologue. Quand vous avez un problème au niveau de l'œil, vous allez voir l'ophtalmo. Donc il faut des généralistes et il faut des spécialistes. Alors, comment on peut décrire ces liens entre toutes ces discriminations, notamment en partant peut-être de nos communautés, puisque c'est le but de cette émission, mais quand même, comment on peut tout relier tout ça? On parlait dans les années 70 de convergence des luttes. On parle aujourd'hui d'intersectionnalité, c'est presque la même chose. Déjà à l'intérieur des communautés LGBT, parfois il y a des gens qui pensent plutôt homosexuels que LGBT, et quand ils pensent homosexuels, ils pensent plutôt gay, et plutôt gay blanc et bourgeois. Donc c'est assez restrictif. Eh bien, qu'on leur rappelle simplement que lorsque les émeutes de Stonewall ont eu lieu aux États-Unis, au départ, c'était une émeute organisée par des gens dans un bar qui étaient pour l'essentiel bien, des personnes marginales, des personnes homosexuelles, mais aussi beaucoup de personnes trans, aujourd'hui on dirait queer, des personnes racisées, migrantes, et qui ont eu marre de ces violences policières, de ces descentes, et qui ont résisté pendant plusieurs jours. Et c'est cela que les marches des fiertés aujourd'hui célèbre. Donc déjà, soyons inclusifs à l'intérieur de nous-mêmes, j'ai envie de dire. Les personnes trans qui sont aujourd'hui exposées à tant de violences, tant d'attaques au plus haut niveau, eh bien, elles ont été le fer de lance de notre mouvement. Donc c'est même pas une question de solidarité, c'est qu'elles sont une partie de notre communauté. Et maintenant, au-delà des personnes LGBT, effectivement, on doit aussi comprendre les liens très importants avec d'autres groupes sociaux, et parfois même d'autres groupes sociaux auxquels on ne penserait pas. Et donc cette convergence des luttes ou cette intersectionnalité, c'est aussi ce que j'essaye d'expliquer à bien des égards. J'aimerais qu'on parle d'un grand débat qui affecte beaucoup de mouvements des fiertés, dont celui de Montréal et celui de Paris aussi, j'en suis certain. C'est le génocide de Gaza. Certains vont nous dire, mais là, ça ne nous regarde pas. On est queer, c'est pas une de nos causes à nous. Est-ce qu'on peut dire ça, Louis-Georges? Je comprends qu'on puisse le dire. Maintenant, face à un crime contre l'humanité, du moment qu'on est humain, on doit être concerné. Oui. Et je comprends ceux qui voudraient toujours qu'on soit sur un peu une conception étroite de la cause. Mais la cause, précisément, est née d'une volonté de sortir de cette étroitesse, sortir du placard, sortir de ce bar où on était relégué, aller dans les rues. Voilà ce qui fait un peu notre combat. Vous savez, en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, il y a eu un peu le même débat. Des associations gays, blanches, disaient « il y a l'apartheid ». Bon, c'est un peu gênant, mais ce n'est pas notre combat. Et d'autres associations gays, blanches, disaient « mais on ne peut pas vivre en Afrique du Sud et faire comme si on n'était pas au sein d'un crime contre l'humanité ». Et elles se sont mobilisées. Eh bien, non seulement ça a été juste du point de vue moral, mais je dirais que ça a été efficace du point de vue politique. Pourquoi ? Parce que lorsque, enfin, l'apartheid a été aboli, Mandela est devenu président, eh bien, il a créé la nation arc-en-ciel et il a dit aux associations LGBT, vous nous avez aidés dans la lutte contre l'apartheid, qu'est-ce que moi je peux faire, militant contre l'apartheid, pour vous aider ? Et l'Afrique du Sud, comme on le sait, est devenu le premier pays du monde à intégrer la protection des minorités sexuelles dans sa constitution, et le premier pays d'Afrique, le seul d'ailleurs, à autoriser le mariage des couples de même sexe. Alors je trouve que c'est une belle histoire, c'est une belle leçon pour montrer comment la solidarité, non seulement ne nous fait pas diluer notre combat, mais elle nous renforce, et en ayant des alliés, nous sommes ainsi, évidemment, renforcés dans notre combat. Louis-Georges, j'aimerais t'amener sur un sujet qui est relié, mais qui n'est peut-être pas aussi gay, si on peut le prendre dans ce sens du mot, le sens très basique, gay, qui n'est pas très heureux. Notre monde ne va pas bien. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. La haine, la violence et l'extrême droite semblent avoir pris le dessus dans plusieurs pays. Nos communautés souffrent. Comment on peut expliquer ces reculs alors qu'on avait fait tant de pas en avant
jusqu'à tout récemment? Il y a deux hypothèses. L'hypothèse pessimiste consisterait à penser qu'il y a effectivement une offensive de l'extrême droite dans le monde, qui ressemble un peu à celle des années 30 en Europe, et que nous serions par conséquent les cibles privilégiées, évidemment, de tous ces groupes. Il y a une deuxième lecture qui est possible, qui consiste à dire les avancées importantes qu'il y a eu depuis 40 ans pour les personnes LGBT, un peu plus pour les personnes racisées, également pour les femmes. Toutes ces avancées, elles sont d'une certaine façon importantes et il n'est pas étonnant, en ce sens, qu'il y ait des réactions. Et que ces réactions seraient évidemment un backlash, si on veut, mais une forme de parenthèse. On pourrait dire, par exemple, est-ce qu'au fond, l'élection de M. Trump n'est pas simplement une espèce de sursaut de gens qui se savent de toute façon condamnés, dont leur idéologie est une idéologie en déclin par rapport à la poussée démographique, par rapport à l'empowerment des femmes, des racisés, des LGBT. Donc ils font ce qu'ils peuvent parce qu'il y a eu Barack Obama. Ils se disent, ouh là là, il faut vite réagir. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils savent par exemple que d'ici 2 générations, eh bien, ils ne pourront plus se permettre de faire ce genre. Je terminerai là-dessus, Louis-Georges. Est-ce que ça va aller mieux? Quand on compare avec d'autres mouvements sociaux, nous sommes probablement le mouvement social qui a le plus fait en 40 ans. C'est-à-dire en moins de 2 générations. C'est énorme. Alors, il est vrai qu'on revenait de loin. Oui. C'est vrai. Il y avait une marge de progrès très considérable. Mais ça veut dire beaucoup. Alors, il peut y avoir des hauts et des bas, mais quand on a eu des gens aussi courageux dans le monde entier, qui ont fait autant de choses et si vite, c'est remarquable. Et il y a là donc des espoirs. En 2 mots, il y a des espoirs parce qu'il y a des gens qui luttent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, dit le poète. Ah, merci beaucoup, Louis-Georges. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Non. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Alors là, on vient d'entendre une des premières qu'on peut trouver, première vidéo qu'on peut trouver sur la page Instagram de Le Tréma, mais je vais vous le présenter. Alors, c'est une petite musique un peu qui est entraînante, on pourrait dire même un peu kitsch, mais c'est pas grave. Sous le fond d'un village alsacien, c'est la signature du phénomène qui secoue nos fils d'actualité. Nous recevons donc la personne qui pose la question que personne n'osait formuler tout haut. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Maël Coutan, alias Le Tréma, tu cumules des millions de vues en déconstruisant la virilité avec ces vidéos. Tu es devenu en quelques mois, je pourrais dire, presque le psychanalyste non officiel de France et même ici au Québec, qui s'interroge sur nos propres normes. Bonjour Maël, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on utilise quel pronom et quels accords avec toi? Masculin. Parfait. Et surtout, la question, est-ce que toi, Maël, tu vas bien? Merci, parce qu'on me le pose pas souvent. Moi, je pose la question, mais personne ne me la retourne. Mais ça va bien, globalement. Bien. Bon, alors, on blague, là, mais ce titre, est-ce que les hétérosexuels vont bien? C'est une vraie question ou une sorte de provocation? Ah c'est une vraie question, parce que moi, je m'interroge vraiment pour leur bien-être. Si on prend juste quelques exemples que j'ai pris dans mes vidéos, une femme qui pleure dans les bras de son copain et qui inscrit sur la vidéo si l'amour était un choix, je ne serais pas avec mon mari. Des hommes qui se rasent les cils parce que les cils trop longs, ça serait trop féminin. Une mère qui dit que c'est dommage que son fils soit son fils parce que sinon il ferait un très beau couple. Ouais, Tout ça, c'est des pièces à C'était la vidéo c'était en fait ce que je présentais tout à l'heure, hein, c'était la mère et son fils qui dansent, oui, voilà. Alors, mais comment est né ce titre? Alors, le titre, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une phrase qui circulait déjà pas mal dans les milieux queer, les milieux militants, sur Reddit, sur les réseaux sociaux. Donc, c'était un gimmick assez classique. Moi, j'ai juste mis en musique et utilisé cette phrase pour pouvoir justement mener mon enquête, pour essayer de démêler tout ça, pour faire en sorte justement qu'un jour, potentiellement, ils aillent. Moi, j'ai lu que tout ça, c'est né d'un burn-out. Et c'est arrivé un peu dans le temps de la pandémie aussi. Comment ça s'est passé tout ça? Alors, mon
j'ai fait plusieurs concepts, on va dire, qui ont été viraux sur les réseaux sociaux. Et avant, Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Il y avait, et c'est toujours en cours d'ailleurs, ASMR Politics, où je mêle justement à la fois la politique et l'ASMR de manière humoristique. Et effectivement, en 2020, oui, fin 2020, j'ai fait un burn-out suite à une expérience en politique justement, et je me suis demandé ce que ça ferait si les politiques eux-mêmes se mettaient à la SMR. Et c'est comme ça que c'est né. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment professionnaliser, on va dire, ma création de contenu, jusqu'à aujourd'hui, où là, ça prend beaucoup plus de place qu'il y a 4 ans encore, 4 5 ans. Je suis surpris parce que je pense, je me rappelle plus, j'ai essayé de compter combien de ces vidéos tu as fait, là, surtout sur, parce qu'on va revenir à SMR, mais surtout ces vidéos, là, est-ce que les hétérosexuels vont bien? Je ne sais plus combien que tu en as fait. Et tu trouves ça où? Parce que là, c'est vraiment des trucs qui sont sur les réseaux sociaux, là. Ah oui, 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 moi je n'invente rien. Parfois je remonte un peu les extraits, mais j'invente rien. Et puis, alors sur le chiffre, on arrive bientôt à 100 épisodes. Là, on en est à 92 ou 93, je crois. Et comment je les trouve? Bah, je les trouve justement à la source, c'est-à-dire les réseaux sociaux. On m'en envoie beaucoup. J'ai entre 10 et 100, 150 messages par jour de suggestions de ma communauté, de mes co-enquêteurs et co-enquêtrices qui justement m'envoient des suggestions. Et après, moi, je fais le tri dans tout ça, voir ce qui serait le plus intéressant, parce que tout n'est pas intéressant. Il peut parfois aussi y avoir des choses qui correspondent pas à ce que j'ai envie de véhiculer en termes de messages politiques, militants. Donc voilà, je fais la curation comme ça. Tu te moques surtout là, d'une certaine masculinité qui semble caricaturale. Je me pose la question, est-ce que les hommes hétéros ont perdu leur mode d'emploi? Non, au contraire, je pense que justement, ils collent beaucoup trop à leur mode d'emploi et c'est ça qui les perd en fait et qui nous perd tous et toutes collectivement parce que justement, on arrive à des extrêmes qui les rendent pas heureux non plus. C'est-à-dire que l'exemple dont je parlais tout à l'heure sur les hommes qui se rasent les cils parce que ça fait trop féminin, on en arrive à des dictats qui sont dictés par les hommes, pour se plaire entre eux. Et donc, c'est pas logique. Ouais. Les dictats féminins, on peut se dire, bon, bah, c'est justement dans une société hétérosexuelle des femmes qui vont essayer de plaire aux hommes. Euh, Là, les hommes ont le pouvoir, en fait, et c'est eux qui se contraignent à des règles complètement absurdes. Bon, il y a une vidéo que j'ai vue, je me rappelle, je pense que le type s'échappe des trucs sur les pieds. Et là, je me dis, OK, là, c'est vraiment trop, là. Et c'est vraiment vrai. Et c'est ça qu'il y a de pire, c'est que c'est vrai. J'aimerais parler un petit peu plus dans tes vidéos. J'ai l'impression que tu parles de l'hétérosexualité comme un système, pas seulement une orientation sexuelle. Comment on pourrait expliquer ça peut-être à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'hétérosexualité comme un système et non pas seulement d'une orientation? Alors, bon, le mot système peut faire peur ou peut interroger, et quand j'en parle, évidemment, je ne parle pas d'un complot ou d'un truc abstrait. Faut partir du postulat que toute la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est tournée autour de la reproduction et donc de l'hétérosexualité. Et à partir de là, ça a énormément de conséquences dans les règles qui régissent cette société. Et donc, quand je parle d'hétérosexualité, je parle évidemment pas de qui on aime ou avec qui on couche. Je parle d'un ensemble de règles explicites ou implicites qu'on apprend sans s'en rendre compte, qu'on soit hétéro ou pas d'ailleurs. Comment un homme et une femme doivent se comporter en fonction de leur genre, ce qu'on attend d'un couple, les rôles de chacun chacune, les attentes, la virilité, la performance de genre. En fait, c'est tout ça justement que j'interroge. Je regarde ce cadre-là global en essayant de mettre de l'humour pour justement demander si vraiment c'est ce cadre qui nous rend vraiment heureux, quoi. Qui sont les gens qui regardent ou qui écoutent ces vidéos? Parce qu'on parle quand même, là, je suis allé voir, il y a des millions de vues, là. Si on cumule tout ça, ça peut Ouais. pas tous être des personnes queer, là. Bah, en fait, la majorité des personnes qui me suivent aujourd'hui sont des femmes hétéros.
enfin, en tout cas des femmes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'hétéros et dans les retours que je reçois, c'est beaucoup justement des hétéros qui me témoigne de la satisfaction, de la reconnaissance, de la gratitude, justement, dans le fait d'aborder cette question-là, pas uniquement sous l'angle du masculinisme, parce qu'en fait, c'est pas est-ce que les masculins vont bien, c'est pas du tout mon propos. Moi, mon propos, il est vraiment tourné vers les deux genres, même s'il y en a un qui est plus abordé que l'autre parce que c'est lui qui a le pouvoir. Donc oui, la majorité de mon public, c'est des personnes hétéros qui utilise ça aussi comme cadre de discussion. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a abordé dans la rue. C'était un homme qui me dit: Ah, mais c'est toi le tréma. Ma meuf adore ce que tu fais, elle m'envoie toujours tes vidéos. Mais c'est très J'étais là. drôle. Oui, mais Oui. c'est très drôle aussi. Je pense que ça fait du bien d'avoir un peu d'humour. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi populaire? Parce que je ne sais pas si tu t'attendais écoute, ça a commencé en mars et moi, j'ai entendu parler, puis je pense en mai ici au Québec. Et je me disais, mais c'est vraiment drôle. Et c'est venu comme un coup de foudre. Comment t'expliques ça? Je pense pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'on a tous et toutes vécu, subi des situations liées à l'hétérosexualité et à l'hétéronormativité de manière globale, sans pour autant le théoriser, le verbaliser. Donc je pense que cette question-là, elle vient de nommer ça. Quelque chose qui était peut-être pas forcément un impensé, mais quelque chose qu'on percevait pas ou qu'on verbalisait pas. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi l'aspect où finalement je ne fais que montrer, je n'argumente pas. Euh, donc il y a l'aspect surprise et surtout il n'y a pas de possibilité de répondre rationnellement à ce que je dis. J'aimerais t'amener sur ton autre projet. En fait, ce sont des entrevues chuchotées qu'on appelle ASMR. Alors, on dit Autonomous Sensory Meridian Response. Je pense qu'il y a une traduction au Québec, là, mais je ne l'ai pas avec moi, mais qui dit que c'est ça, c'est la... Alors c'est réponse automatique des méridiens Voilà ce sensoriels, que mais je cherchais, je l'ai juste devant moi maintenant. Alors, ça, c'est un autre projet qui est très intéressant aussi, où tu fais des entrevues chuchotées. Pourquoi? À la base, je détournais juste des séquences politiques françaises et je les doublais en chuchotant pour montrer encore plus leur absurdité par le chuchotement. Et aujourd'hui, effectivement, je fais des interviews chuchotées où j'amène des personnalités politiques, mais aussi artistiques plus globalement. Dans une cabine insonorisée vitrée sur scène, le public a des casques audio individuels et je leur pose des questions sur le bruit médiatique, le bruit politique. Et la règle, justement, c'est que si ces personnalités parlent à voix haute, elles ont un gage. Euh, et ça amène en fait les personnes à se confier plus, parce qu'on est dans un cadre vraiment très intime finalement, à dire des choses qu'ils ne diraient pas ailleurs. Et aussi, ça amène le public à être beaucoup plus attentif. Le fait de moduler le volume de sa voix, c'est aussi un art oratoire pour justement essayer de captiver son audience. Donc c'est tout un attelage global pour essayer de participer aussi à une certaine forme de bataille culturelle. Mais en fait, j'allais le dire, moi, quand j'écoute ces entrevues, je suis beaucoup plus attentif parce qu'on n'a pas le choix si on veut tout comprendre parce que les gens chuchotent comme ça. C'est ça. J'aimerais peut-être essayer ça un jour, faire une émission complète comme ça. Euh, bon, alors j'aimerais savoir, est-ce qu'un jour, on va répondre oui à la question, est-ce que les hétérosexuels vont bien? Oui, j'ai déjà une idée. Oui. J'aimerais que ce soit le dernier épisode de la série qui Ah, parce que clôture. tu prévois terminer ça. Dans l'idéal, ouais, j'aimerais bien, mais c'est vrai que comme j'ai plein de projets, que tout ça est relié, Ouais. je ne sais pas si ça va arriver ou en tout cas si ça va arriver maintenant. Mais oui, on n'est pas à l'abri d'avoir un oui à un moment. Et puis toi, d'autres projets, peut-être la scène un jour ou l'autre? Du stand-up? Comment? Peut-être toi, d'autres projets aussi, la scène, faire du stand-up peut-être? Oui, alors j'ai commencé Ah à me oui? tester un petit peu. Et donc du coup, c'est quelque chose qui me tente pas mal. Donc on verra où ça nous mène. Pour l'instant, c'est vraiment
de l'entraînement, du brouillon, mais justement, pour l'instant, je file cette enquête sur les hétérosexuels et je l'amène sur scène pour que le public puisse m'aider aussi dans mon enquête. Ah, peut-être qu'ils ont d'autres réponses. Est-ce qu'ils vont bien? Peut-être. Écoute, je n'ai pas posé la question. Est-ce que les homosexuels ou les personnes queer font bien? Ah non, on est ravagés aussi, hein, mais... Ouais. mais à cause de qui? C'est ça le sujet. Tout à fait, tout à fait. Maëlle Coutan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. Puis, on rappelle que les vidéos sont à consommer sans modération sur Instagram, TikTok et les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. C'est déjà tout pour ce 127e épisode de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour nous suivre, réécouter nos segments ou découvrir nos archives, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et surtout sur le site Internet de Canal M. Merci chaleureusement à l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche. Merci tout spécial à Mathieu Tessier à la mise en onde et à l'équipe de Canal M, Jean-Sébastien Laliberté, Philippe Lapointe et Marjorie Théodore. Ici Denis Martin Chabot, je réalise et j'anime l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci d'être là.